David Van Rieboud, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue de formation, historien des idées, vous êtes écrivain. Avant toute chose, vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages de non-fiction littéraire. Vous nous expliquerez un peu plus tard ce que ça veut dire, parce qu'effectivement, le public français n'en a pas tellement l'usage. Et surtout, vous êtes engagé dans la vie de votre pays, le pays dont vous êtes originaire, la Belgique. Tout récemment encore, c'était il y a 5-6 ans, en 2011-2012, vous avez lancé une opération assez inédite quand même, et qui s'est soldée par un succès véritable, le G1000, qui était une expérience de démocratie participative, locale, comment vous l'appelez? Techniquement, ça s'appelle de la démocratie délibérative, mais un terme plus joli et plus simple, c'est la démocratie participative. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une démocratie où on délègue son droit de vote à un politicien, un homme ou une femme politique, mais où les citoyens, même entre deux tours d'élection, s'impliquent dans la prise de décision. Parce que vous partez de ce constat que nos démocraties sont périmées, en fait. Il est temps de passer de réinventer notre système politique. Complètement. On l'a vu récemment avec les élections américaines, à quel point, pendant la campagne, à quel point le système est faillite. On est en train de heurter le mur à 120 km à l'heure. Et je pense que la raison principale, il y en a plusieurs, mais la raison principale, c'est qu'on a réduit la démocratie aux élections. On critique beaucoup de choses dans nos démocraties. On critique les partis, les politiques, les peuples, mais on critique rarement les procédures. Et ça m'étonne. Je pense qu'il faut vraiment regarder notre façon de faire la démocratie et de faire le constat qu'il y a des problèmes. Ça fait 3000 ans que nous essayons d'expérimenter avec la démocratie. Les élections, on ne le fait que depuis 200 ans. Donc, cessons de penser que démocratie et élections sont synonymes. Ils ne le sont pas. Le mot élection est étymologiquement lié au mot élite. Et donc, les élections, c'est une procédure extrêmement aristocratique. Donc, il faut absolument qu'on cesse de penser qu'il n'y a pas de démocratie au-delà des élections. Et ce que je propose, c'est de garder les élections encore, mais de mettre des procédures parallèles, participatives à côté, pour enrichir le débat politique. C'est-à-dire de faire une sorte de mix entre des citoyens qui seraient tirés au sort, n'est-ce pas, et des élus, parce qu'on maintient l'idée quand même d'élire des gens qui sont supposés être compétents, pour qu'une réflexion commune puisse advenir et qu'elle soit évidemment, on l'espère en tout cas, plus idoine, plus adaptée aux besoins du pays et de nos sociétés. Complètement. D'ailleurs, ce n'est pas juste un théorème. L'Irlande le fait déjà. L'Irlande a mis ensemble 33 hommes et femmes politiques, des députés, avec 66 citoyens lambda tirés au sort à travers l'île, la République et l'Irlande du Nord, pour venir ensemble pendant plusieurs mois à délibérer certains articles de la Constitution irlandaise. Et l'article le plus controversé était sur le same-sex marriage, le mariage homosexuel. Et là, en fait, les citoyens, ils ont eu... Donc, les 99 personnes, les 99, c'est à peu près la même chose en Belge, mais bon, les 99, hommes et femmes tirés au sort, hommes et femmes politiques, ont trouvé un compromis qu'effectivement, il fallait changer la constitution irlandaise. Et voilà. Et ceci est passé à travers un référendum après. Et ceci m'a beaucoup surpris. Dans une Irlande encore bien catholique, on a trouvé une solution à la question du mariage homosexuel dans la sérénité, alors qu'en France libertine, soi-disant, ça provoquait 2 ans d'instabilité politique. Et ce n'est pas parce que les Français sont contre les homosexuels, je pense, c'est parce que le gouvernement français a voulu imposer cette décision sans avoir pris la conscience de ses citoyens. Et ce qui m'étonne beaucoup, c'est que nos politiques semblent penser qu'il n'y a que 2 manières de faire la démocratie. C'est les élections et les référendums. Alors ce n'est pas vrai, parce que les 2 procédures sont extrêmement primitives. Avec les élections, on coche une case à côté de non. Avec le référendum, c'est à côté d'une option, oui ou non. Ça reste quand même assez minimaliste. À quoi bon investir dans l'éducation d'une population? À quoi bon démocratiser l'éducation nationale si ce n'est que pour ne plus écouter, ou encore de moins en moins écouter ses citoyens? Je trouve ça. Nous avons une France, nous avons une Europe qui est mieux éduquée qu'avant,
C'est pas que tout le monde est un intellectuel, mais le taux d'éducation a quand même fortement augmenté. Mais on limite toujours l'implication citoyenne à des rituels primitifs, parfois bidons, de cocher une case. Et puis après, vous vous taisez pendant 4-5 ans. Mais moi, ça m'échappe. Nous vivons dans une société d'information, une société de communication, et nous ne permettons pas aux citoyens de s'exprimer. On a le droit de vote, on n'a pas le droit de la parole. Et pour moi, là, il faut démocratiser la démocratie. Parce que les élections, encore une fois, c'est une procédure qui est historiquement une procédure aristocratique. D'ailleurs, Montesquieu, Rousseau, Aristote, ils le disent tous. Ils disent que le tirage au sort appartient à la nature de la démocratie, l'élection appartient à la nature de l'aristocratie. Mais nous, on travaille toujours dans l'idée que les élections, c'est une procédure démocratique. Ben non. Appartiennent à la nature de l'aristocratie parce que ces élus sont eux-mêmes issus d'un sérail et donc a priori pas représentatifs de la population. Il y a quelque chose de bizarre dans notre système quand même. Quand on a la totalité d'une population, c'est comme un étang, comme un réservoir. Et il y a, en Belgique, il y a 5% qui sont membres d'un parti politique. En France, je pense que c'est... Je ne connais pas le chiffre en France, mais je pense la Hollande, c'est 2,5%. Mais donc, de tout cet étang national, il y a un parti infime qui est membre. De cette partie infime, il y a quelques-uns qui vont se présenter aux élections. Et de ces quelques-uns, il y a une toute petite minorité qui va détenir le pouvoir. Et on appelle, cette petite épingle-là, on appelle ça la démocratie représentative. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Et en fait, historiquement, les élections ont toujours été une procédure d'une élite pour désigner un leader. Et l'exemple classique, on l'utilise encore tous les jours, c'est la dénomination de nouveau pape. Alors là, c'est les cardinaux catholiques qui se retrouvent dans la chapelle Sistine à Rome. C'est l'élite d'une organisation qui va désigner, qui va être le leader futur. Alors voilà, cette procédure, on l'a mis dans des États comme la France, l'Angleterre, à la fin du 18e... pardon, la France et les États-Unis, à la fin du XVIIIe siècle, avec cette procédure aristocratique. Et on a voulu démocratiser cette procédure en donnant le droit de vote à plus de gens. Donc c'est la grande transformation de notre système gouvernemental du 19e et du 20e siècle. Les ouvriers, les agriculteurs, les femmes, les adolescents, les nouveaux venus ont obtenu le droit de vote. Mais ce n'est pas, et on le voit aujourd'hui, ce n'est pas parce que les gens ont le droit de vote que la soif démocratique a été assouvie. Bien au contraire, on voit maintenant qu'en France, que 8 Français sur 10 trouvent que la démocratie fonctionne de moins en moins. 8 Français sur 10 trouvent que les partis politiques sont la raison principale pour cette déconfiture de notre système démocratique. Ils ont raison, je pense. Je crois effectivement, si on réduit notre démocratie aux élections, les médias de masse et les médias sociaux, on est en train de la tuer. C'est assez simple. Si nous refusons d'innover, de mettre à jour notre système démocratique, ce sera la fin de la démocratie. Il me semble que notre système démocratique tourne sur un logiciel MS-DOS au début du XXIe siècle. C'est un appareil, les élections, ce sont des éléments, des instruments extrêmement archaïques qui datent du XVIIIe siècle. Nous vivons dans une époque bien différente où la communication et l'information circulent très vite dans des très grands cercles. Notre système vient d'une époque où la plupart des gens étaient illettrés et où l'information circulait lentement dans un petit cercle. Tout a changé. Et donc, si tout a changé, il faut bien qu'on mette à jour nos procédures démocratiques pour faire à ce que les gens, les citoyens, se sentent impliqués. Aller voter ou pas, ça fait pas une grande différence. Alors que les citoyens irlandais qui étaient tirés au sort se sentaient vraiment impliqués. Et ceux qui n'étaient pas tirés au sort, la majorité, avaient le droit d'envoyer des recommandations à cette procédure. Et l'Irlande est le seul pays maintenant au monde qui continue à travailler avec ce tirage au sort, parce qu'il y a quelques semaines, ils ont recommencé maintenant sur l'avortement, qui est aussi dans la constitution irlandaise comme étant illégal. Et donc là, c'est un thème qu'on ne peut pas résoudre par des partis politiques, parce que les partis politiques, ils
ils savent très bien trancher, mais ils ont peur des prochaines élections. Donc, ils ont une compétence, mais ils n'ont pas la liberté. Avec un référendum, on peut demander, mais alors là, on ne sait pas si les participants ont vraiment pris conscience de la matière. Et donc, l'idée là, c'est qu'un échantillon représentatif de la population qui est instruit, qui a eu le temps de se documenter, va prendre une décision plus fondée, plus nuancée que la totalité d'une population qui n'a pas été instruite. Donc ça, c'est le défi de la démocratie délibérative. Et je pense que c'est fort intéressant. Ah oui, c'est fort intéressant. C'est même passionnant. Mais comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces personnes qui ont donc été tirées au sort se sont justement suffisamment instruites ou de quelle façon elles ont pu s'instruire? Et est-ce que si jamais on cherchait à leur donner une sorte de mode d'emploi pour s'instruire, est-ce que ce ne serait pas déjà les orienter? Mais bon, on peut penser que c'est un problème secondaire, mais effectivement, la question de leur discernement est majeure. C'est essentiel. Le tirage au sort, ce n'est pas une formule magique. D'ailleurs, on l'utilise tous les jours de la façon la plus stupide. Et ça s'appelle les sondages. Les sondages, c'est rien que ça. C'est un tirage au sort de 1000 personnes, 1000 Français. Voilà, vous êtes en train de faire votre sauce béchamel entre 5 et 7 heures le soir. Et il y a un bureau de sondage qui vous appelle, qui vous demande qu'est-ce que vous trouvez des réfugiés syriens. Je suis contre, voilà. Vous décrochez, ça va avoir un impact sur la politique française. Alors que là, c'est les tripes françaises qui ont parlé. Ce n'est pas le cerveau français qui a parlé. Alors, dans un sondage, on demande aux gens ce qu'ils pensent quand ils ne pensent pas. Il serait beaucoup plus utile de savoir ce qu'ils pensent après avoir eu la chance de penser. Et donc, ce que moi je préconise dans la démocratie délibérative, c'est le tirage au sort avec la délibération. Donc, on tire au sort un échantillon représentatif de la population, on les amène ensemble pour un week-end, 2 week-ends, 3 week-ends. Il y a plusieurs formules imaginables. Et là, pendant ces week-ends-là, on les force à étudier la matière. Et il y a des experts qui viennent parler. Ils peuvent eux-mêmes inviter des experts pour avoir, bien sûr, des experts, parce que les experts aussi, la neutralité est difficile à atteindre. Donc, il faut avoir tout l'éventail des experts disponibles. Et donc, une fois qu'on les met ensemble avec des experts, une fois qu'ils se documentent, qu'ils s'informent, alors là, trancher une décision devient beaucoup plus intéressant parce que c'est le cerveau qui parle, au lieu d'une réaction instantanée à un coup de fil donné par un bureau de sondage. Et donc, c'est ça, effectivement, il me semble important de trouver des formules, des procédures démocratiques qui permettent, comment dirais-je, qui permettent des comportements plus civiques. Parce qu'il y a quelque chose de problématique avec nos procédures et nos architectures aussi. On a l'isoloir. Quand moi, j'ai beaucoup travaillé en Afrique, quand moi j'explique à mes amis congolais que nous, l'acte le plus civique d'aller voter, on le fait dans un isoloir, sans parler. C'est même interdit de parler aux personnes. C'est interdit de s'échanger. Et ça se fait dans le silence et dans la pénombre. Mais mes amis congolais trouvent ça un peu bizarre. Pourquoi pas se parler? Pourquoi pas se concerter? Pourquoi pas se mettre ensemble? Et donc, l'isoloir promeut la politique des tripes, si on veut, et nos hémicycles parlementaires, si on copie l'architecture d'un théâtre ancienne, c'est du théâtre qu'on aura. Et je pense que c'est important de trouver des nouvelles procédures et des nouvelles architectures. Moi, j'ai fait des procédures de démocratique innovatives et participatives. Et en Belgique, notamment, on a été sans parlement, sans gouvernement pendant 1 an et demi. Et puis on a dit, mais bon sang, on a donné notre vote, on est prêt à donner notre opinion aussi. Si vous n'arrivez pas à trouver un accord gouvernemental, invitez les citoyens pour venir vous aider. Et donc, on a mis sur pied cette procédure qui s'appelait le G1000. Et à un moment donné, on a dû trouver un local. Où est-ce qu'on va rassembler nos gens? On est allé voir le Sénat, le Parlement. Mais ces bâtiments, c'est une architecture intéressante et magnifique, mais c'est inutile. C'est inutile. Si vous voulez faire parler un échantillon représentatif d'une population, on ne va pas les mettre dans un hémicycle avec des micros, avec des caméras. Mais ça promeut le drame, ça promeut le hurlement, ça promeut tout ce qui donne bien sur la télévision. Mais une démocratie, ce sont des gens qui se parlent. C'est assez serein, ennuyeux parfois pour un tiers. Mais moi, j'étais autour de cette... Donc, quand on a organisé, finalement, la salle qu'on a trouvée, c'était une salle post-industrielle, qu'on est de 4000 mètres carrés.
on avait tiré au sort 1000 citoyens belges et on les a mis ensemble, pas dans un hémicycle théâtral, mais c'était une salle tout à fait simple, avec des tables, à chaque table avait 10 participants et un modérateur. Et puis il y avait une petite scène centrale où des experts donnaient des cours de 20 minutes sur la migration en Belgique entre 1950 et maintenant. Quels ont été les grands processus et tout ça. Et puis voilà, les gens écoutent ce que les experts parlent et puis on continue la discussion au niveau de chaque table, 10 personnes. Et le modérateur est là pour faire à ce que tout le monde s'exprime. Et le modérateur est là, il y a tout un scénario pour voir quelles sont les priorités de ces 10 gens autour de ma table. Les priorités individuelles, puis les priorités de la table. Et après 2 heures, chaque table écrit ses 5 recommandations. Ils sont regroupés. Il y a c'est comme dans un quiz en quelque sorte. Ils sont regroupés par un jury et puis on le met sur les grands écrans. Et les gens avaient des petites boîtes comme un GSM pour voter. Voilà, ces 2, 3, 4 priorités-là me semblent essentielles. Et donc, à la fin d'une séance, on a évolué des priorités individuelles vers des priorités partagées par toute une salle qui peut contenir jusqu'à 1000 personnes. C'est étonnant. Et c'est beaucoup plus... Et là, on voit vraiment le résultat. Ça va dans tous les sens. Ceux qui ont peur que ça provoque le radicalisme devraient participer à des processus participatifs pour voir à quel point les citoyens sont capables de trouver des solutions tout à fait intéressantes et tout à fait équilibrées. Il y a un peu de droite, il y a un peu de gauche, ça va un peu dans tous les sens. Mais là, il y a un accord gouvernemental que nos politiciens ont du mal à trouver. Et je trouve ça quand même valable.